Je suis très heureux de présenter Sophie Beau, qui est professeure d'histoire de l'art à l'Université de Lille. Elle a été directrice du laboratoire de recherche historique Ronald de Lara, et vous connaissez probablement bien cette analyse numérique. Depuis 2021, elle en a fait aujourd'hui la direction adjointe. Ses travaux se spécialisent en histoire de l'art, sont plus visuels et de la période moderne, la traque et les débats, évidemment. Elle s'intéresse aux commissions, au marché de l'art, aux circulations artistiques, ainsi qu'à la construction culturelle et sociale de la valeur de l'art et des cultures matérielles. Ces recherches ont donné lieu à la publication de très nombreux articles et publications, dont notamment l'édition d'un volume avec Daniel Dubuisson à perte de vue, le nouveau paradigme du visuel. Et depuis plusieurs années, Sophie Roux mène des travaux pionniers dans le domaine de l'histoire de l'art numérique. Elle a notamment dirigé de 2008 à 2012 un important projet interdisciplinaire intitulé Art Market in New York, de 1300 à 1800, et un Joint Development Networks avec le soutien de l'Agence nationale de recherche, projet qui a par la suite débouché sur une collaboration avec l'EPN, et de l'exploration de la visualisation de données pour le marché, l'art et ses agents. Régime. Elle a également récemment travaillé à la restitution numérique de la célèbre enseigne des Jacksons, les Boutons Notre-Dame, dont vous parlez pratiquement tout à l'heure, qui a donné lieu à plusieurs publications, dont une monographie récente, Public Carbonnier, Christophe Renaud et François Roussel, en 2021. Je dois aussi préciser que Sophie organise le prochain congrès d'histoire de l'art à Lyon cette année, en 2024. C'est un congrès international. Et les historiens de l'art, ils sont bienvenus. Merci beaucoup, Lionel, pour cette introduction. Et tout d'abord, je tiens à remercier Michael Sinatra, Philippine et l'Université de Montréal pour son invitation. Je remercie vraiment très chaleureusement. C'est un grand honneur pour moi, un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Et j'étais déjà très impressionnée par tout ce que j'ai entendu de la présentation. Et pour ma part, donc, je vais vous parler d'un programme de recherche qui a démarré il y a 2 ans. C'est une recherche donc, en cours. Donc, je vais vous présenter les toutes premières réflexions. Je ne vais pas vous parler de résultats. Donc, c'est un projet qui concerne la fabrique de l'éclairage dans les arts visuels des temps des Lumières. C'est un projet interdisciplinaire au travers de l'histoire de l'art, de l'histoire des sciences et techniques et des sciences informatiques, qui vise à interroger le potentiel heuristique des outils numériques de simulation d'éclairage afin de renouveler l'étude de la fabrique de l'éclairage, tant dans ses dimensions pratiques et matérielles, c'est-à-dire dans les ateliers, les débats, que dans ses représentations dans la peinture. L'objectif est d'offrir un enrichissement mutuel des outils et des méthodes d'analyse de sciences informatiques et de sciences systémiques afin de les avancer le plus possible. Alors, avant de concevoir ce projet, avec le noyau dur de l'équipe, nous avons déjà travaillé ensemble. Je pense que c'est important à souligner parce qu'un projet comme celui-là ne n'est pas du jour au lendemain. Et comme l'a souligné Emmanuel il y a quelques instants, nous avons déjà ensemble réalisé une restitution en 3D du pont Notre-Dame à Paris à l'époque de Baton. On va au moment où Baton a peint cette fontaine, qui est aujourd'hui une œuvre de musée des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, qui est publiée de Charlottesbourg modernement. Et nous avons voulu, grâce à la technologie numérique, qui ont permis de restituer la boutique marchand pour lequel cette montagne a été faite, on a voulu d'avancer sur des questions qui étaient toujours restées sans réponse. Et le fait de se confronter justement à la restitution en 3D de ces espaces, de l'environnement d'origine, a permis de croiser les sources, de voir de l'incohérence dans les sources, de faire des arbitrages, de vérifier chaque détail. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver dans cette composition de restitution qui permet d'une part de bien mesurer le décalage entre la vision idéalisée du commerce d'art qui est proposé par les bateaux et la réalité de la boutique de Jacin, qui était plus petite, qui faisait 12 mètres carrés et qui ne présentait pas cette impression de belle galerie de peinture.
Et deuxièmement, à la question de l'emplacement du tableau nous a beaucoup intéressé parce que jusqu'à présent, c'était une question qui était restée sans réponse. Et nous avons proposé cette hypothèse qui nous paraît, grâce à la restitution en 3D de la boutique, nous a permis d'arriver à cette proposition qui permet de mieux rendre sensible le côté visible de cette scène qui jaillit véritablement de l'espace public et dont on sait qu'elle a fait une très forte impression sur le public. Et par ailleurs, ça permet aussi, du fait de cette visibilité, de mieux prendre conscience aussi du côté provocateur de cette scène. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour bien faire pied à l'Académie royale et aux hiérarchies artistiques de l'État. Alors, ce travail a donné lieu à des applications qui se déclinent sur plusieurs types de périphéries d'affichage. Alors, la version XXL, c'est de pouvoir entrer de façon immersive sur le pont Notre-Dame et dans la boutique de Versailles. Et là, vous avez évidemment l'image déformée de ce que ça donne quand on est dans ce dispositif dans réalité virtuelle qui est qu'on appelle les TOR, les uniques. C'est un dispositif dans sa largeur et dans sa profondeur, ce qui fait qu'il n'y a pas d'angle. Et ça permet d'avoir un affichage extrêmement fluide. On peut bien entendu avoir aussi une expérience individuelle avec les casques de réalité virtuelle. Nous avons aussi fait une tablette qui permet de faire une visite virtuelle sur le fond et de voir la boutique. Cette tablette peut être déclinée sous forme de bornes de médiation dans différents musées. Et là, c'était justement il y a 2 ans, quand le musée de Château de Charlottenbourg a organisé une exposition monographique dédiée à cette conseil de gestion. Ils nous ont demandé notre application. Et si ça vous intéresse, elle sera présentée d'ici 10 jours au musée Carnavalet à Paris, qui est une exposition sur la Régence qui va durer tout l'hiver. Et vous pourrez donc tester notre application. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que parfois le dispositif numérique attire plus le public que les œuvres elles-mêmes de particulièrement. Alors, pourquoi la condition est la suite? Nous avons été dès le départ intéressés par réfléchir à l'ambiance lumineuse du pont de jour et de nuit. Et nous avons travaillé avec une doctorante spécialiste de la question de l'éclairage public à Paris au XVIIIe, qui a fait un travail extrêmement poussé sur les lanternes, sur les mèches, les types de production, sur l'accrochage des lanternes, sur leur espacement, de manière à rendre sensible aussi cet anachronisme que nous avons vu aujourd'hui à l'extrémité, par rapport à l'extrémité. Et c'est ça qui nous a finalement conduit à proposer ce projet dans Padlight, qui a été validé par l'Agence nationale de la recherche, donc et l'équipe s'est élargie, enfin, en tout cas, elle s'est reconfigurée. Et aujourd'hui, il y a 3 partenaires qui travaillent à ce projet. Donc, le laboratoire de Dara, qui est un laboratoire d'historiens et d'historiens de l'art à Lyon. Le centre Alexandre Coiret, qui est un laboratoire d'historiens des sciences et techniques. Et puis, le laboratoire d'informatique signal et l'image de la Côte d'Ivoire, de visite avec lesquels on avait été déjà dans l'institution du prix Notre-Dame. Alors, le projet va permettre de mettre en tension les enjeux esthétiques, théoriques et pratiques des artistes avec l'évolution des techniques de la lumière et l'objet. Et nous allons proposer plusieurs types de simulations et de restitution de techniques qui visent à publier plusieurs approches. Alors, la première, on n'est pas encore tout à fait rentré dans le vif de ce développement-là, mais l'objectif du projet, c'est aussi de produire une application de réalité augmentée avec des ateliers de recherche-création auprès des étudiants en école d'art sur la restitution de cette manière de concevoir l'éclairage artificiel dans les académies d'art qui était vraiment préconisé au XVIIIe siècle. Et on voit apparaître des dispositifs techniques particuliers, des réverbères, des réchauffeurs, la lampe des fureurs à partir de 1780, des lampes astrales suspendues, comme vous le voyez ici, qui sont destinées à maîtriser la lumière sur les pratiques artistiques. Dans la continuité, on va s'intéresser aussi beaucoup à la question de cette bande, de l'étude de la sculpture à la lumière de la torche, aussi de ces visites de galeries de sculpture à la torche qui ont été très à la mode aussi dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On a des témoignages d'hommes de lettres comme Goethe ou Madame de Staël qui racontent cette expérience tout à fait fascinante qui consiste à rompre en fait l'immobilité, la rigidité du plâtre et du marbre et quelque part nous donne vie grâce à la lumière vacillante et de la flamme. Et donc nous allons proposer une application de réalité virtuelle pour tester ces effets-là. Et puis l'autre dimension, c'est l'étude de l'éclairage lui-même dans la peinture, dans ses représentations,
afin de mesurer les écarts qu'on peut trouver entre les simulations informatiques et la réalité physique et optique du fait du milieu. Alors, ces observations-là devraient permettre de mieux comprendre le poids de la théorie artistique et des conventions de représentation par rapport aux conditions pratiques du travail artistique, ou bien de préciser la portée symbolique, la portée rhétorique du fait du milieu intellectuel. Alors, nous ne sommes pas les premiers à utiliser, à recourir aux algorithmes de simulation d'éclairage et de faire un rapide état de l'art pour mieux situer notre approche. La mobilisation des algorithmes d'éclairage, de simulation d'éclairage, appliqués à l'histoire de l'art et de l'archéologie, se fait depuis une vingtaine d'années, et notamment, et plus particulièrement, quand il s'agit de restituer des architectures ou des monuments, parce que c'est absolument indispensable. En revanche, c'est beaucoup moins commun en ce qui concerne l'analyse de la peinture. Et là, en ce qui concerne la peinture, on va trouver prioritairement deux applications, deux approches. La première consiste à recontextualiser une œuvre peinte dans son ambiance d'origine, dans son environnement lumineux d'origine. Alors, ça implique une numérisation en 3D de l'espace d'origine, et non pas de l'œuvre elle-même. Et c'est une démarche qui s'applique aux œuvres qui sont généralement des œuvres d'emplacement, c'est-à-dire des œuvres qui ne bougent pas. Une presse qui est là depuis le début, une peinture murale, éventuellement aussi un retable, qui a toujours été peint dans une chapelle, au-dessus d'un hôtel, dans un lieu précis. Donc en fait, on part du présupposé que les peintres avaient coutume d'adapter leurs effets d'ombre et de lumière en fonction de la nature et de l'orientation de l'éclairage du lieu de destination. Alors, le pionnier de cette approche est Justin Sandberg, aujourd'hui directeur d'un laboratoire de visualisation en histoire de l'art à Berkeley. Et il interroge les interactions phénoménologiques entre l'éclairage réel et le jeu de lumière peint à partir de simulations numériques qui permettent de visualiser sur un mode dynamique les différentes modalités de l'éclairage de l'œuvre en fonction de l'heure du jour, des saisons, et même on va chercher des fenêtres comme les équinoxes à l'époque. Alors, l'une de ses réalisations majeures porte sur la recontextualisation de la scène de Léonard de Vinci, au couvent de Santa Maria de la Grazie. Vinci avait achevé la fresque en 1498 et très vite, le fenestrage a changé. Dès le début du XVIe siècle, l'éclairage n'est plus le même. Et donc, si vous écoutez l'article de la ville, eh bien, vous pourrez trouver un lien qui permet de voir son application, la capture d'écran de différentes phases, qui permettent de retrouver les relations extrêmement subtiles qui ont existé entre l'éclairage naturel de la pièce et le programme iconographique de la scène, qui occupe des œuvres du monde. La démonstration apporte ici sur cette œuvre énorme, presque 5 mètres de Rubens. C'est une œuvre de jeunesse de Rubens exécutée en œuvre qui était encore visualisée. C'est une des premières grandes commandes. Et cette œuvre a été refusée par les commanditaires, les orateurs de la Chiesa Nuova à Rome, parce que Rubens n'avait pas suffisamment pris en compte la question de l'éclairage naturel de la pièce. Et il y avait des conflits qui se sont révélés à certaines périodes de l'année, en particulier les lumières d'hiver. Des conflits qui avaient des contradictions apparaissaient entre l'éclairage naturel de la peinture et la représentation de l'ombre et lumière dans la scène. Donc, dans cette partie avec ce tableau, c'est aujourd'hui qui est utilisé. Alors, ça, c'est la première approche. La deuxième, là, c'est différent. Elle consiste à s'intéresser à la présence de l'éclairage représenté dans les tableaux, qui, à la différence des fresques et des retables, n'ont pas le même rapport à un emplacement bien déterminé. Et ça passe par la modélisation en 3D du tableau. Il pose un certain nombre de problèmes, hein, c'est assez délicat et j'y reviendrai. Alors, l'un des pionniers, le pionnier de cette approche, c'est David Stork, physicien, historien de l'art et aussi informaticien. Il a ouvert la voie depuis une vingtaine d'années en proposant une série d'enquêtes qui portent sur des œuvres où la question de la lumière tient le rôle central. Alors, l'une de ces démonstrations les plus éclatantes porte sur ce Saint Joseph Charpentier de Jean de la Tour, achevé en 1644, aujourd'hui au Louvre, où on voit que la chandelle, la bougie, tient des fonctions à la fois
spirituelle et plastique absolument essentielle. Et Stork propose d'apporter des réponses à une question qui est toujours restée, qui a toujours été cotée de manière empirique. La vigie que nous voilà peut-elle à elle seule produire les effets d'éclairage que l'on voit aussi surtout cliniques. Il croise l'analyse du contour de forme avec celle des nombres portés. Il en fait des simulations pour établir sur les bases solides que les effets clairoscopiques sont dans l'ensemble cohérents par rapport à la source unique. Ce qui peut paraître surprenant finalement. Et puis ça invalide un certain nombre d'hypothèses sur l'idée d'avoir plusieurs sources, ou même un usage d'appareils optiques chez Georges Delattre. Stork et son équipe s'est aussi intéressé à cette fameuse peinture de Werner, La jeune fille à la perle, afin de clarifier la question de la cohérence des effets d'éclairage. Alors cette fois, les sources étaient externes à l'œil, pas représentées dans l'œuvre, mais il y a un certain nombre de reflets dans le blanc de l'œil, sur le mouvement des lèvres, sur la perle, notamment de nappe, qui produit des informations de nature différente sur les sources d'éclairage, mais toutes convergent vers une source unique. Et l'ensemble est cohérent, même si les calculs informatiques montrent des écarts très diminués. Donc, ces quelques exemples permettent de souligner la très grande acuité d'observation développée par des peintres tels que Banksy, Rembrandt, Latour et Vermeer. Quant au traitement pictural des effets d'ombre et de lumière, et paradoxalement, combien cette maîtrise est difficile à évaluer de communauté. Notre approche, pour notre part, elle s'inscrit dans la lignée de ces travaux, mais elle s'en distingue à plusieurs types. Alors, d'une part, nous déplaçons les très inventaires par la deuxième moitié du XVIIIe siècle, je vais vous expliquer pourquoi. Et d'autre part, nous nous intéressons à la fabrique matérielle de la mise en scène de l'éclairage, aux techniques d'atelier et au processus d'élaboration de l'œuvre qui peut déduire à partir de cette analyse de l'éclairage, en quelque sorte à la génétique de l'œuvre. Alors, pourquoi la période 1760 on va jusqu'au 1815? Eh bien, c'est une période où on relève une fascination accrue pour l'ombre, au point que Michael Baxendale, dans son ouvrage Ombre et lumière, a parlé d'épisodes de cyanotype, d'amour de l'ombre. Et pourquoi 1810 1810, 1810, parce que c'est l'avènement de l'éclairage au gaz, et là, il y a un changement paradoxal dans le. Donc, notre enquête, elle se situe dans cette période-là qui est extrêmement riche pour le renouvellement de la pensée sur la lumière et l'ombre, l'éclairage. C'est l'époque où la science expérimentale progresse, dans l'optique et la physique, parallèlement à des avancées dans les théories de la perception et de la sensation. C'est les débuts de la photométrie, par exemple, avec les Pierre Bouguer et de Manuel Chambert. Et puis, on voit aussi que les artistes s'emparent de cette question, qui a toujours intéressé les artistes, mais d'une façon beaucoup plus pointue, notamment Charles-Nicolas Péchin, Michel Poussadon de Narbon, qui apportent beaucoup de soins à la question des éclairages. Et cette question de l'ombre et de l'éclairage obsède plus généralement la sphère artistique et culturelle, c'est d'abord des théâtres de l'ombre, du portrait à la silhouette, sur lequel je vais venir, et aussi des longs termes magiques, qui participent à cet événement. Alors, parallèlement, dans la peinture se fait jour un retour pour le nocturne après des décennies de peinture rocaille dans des tons pastels. Mais ce clair-obscur, dans ses thèmes comme dans ses formes plastiques, est tout à fait différent de celui des Caravagès ou des comédistes du XVIIe siècle. D'abord, on va revoir apparaître des mythes païens et beaucoup des signes des pénitences aussi. Et puis, la gamme chromatique s'enrichit considérablement dans les lumières. Si on revient chez Georges Delattre, il y a des quasiment dans le lumière. Vous allez voir dans ces minutes, c'est différent, notamment en Angleterre, où certains peintres intègrent les avancées de Newton sur la question de la couleur et de la lumière. Alors, dans ce contexte de fascination particulière pour l'ombre, nos premiers essais se sont focalisés sur la question des ombres projetées, qui soulèvent des questions bien spécifiques. Les ombres projetées obéissent à des lois de la physique et de l'optique, et elles posent des problèmes complexes, de géométrie et peintes, qui doivent les représenter sur une surface distincte de celle qui pose l'obstruction de la lumière. Elle défie également l'œil du spectateur à sa capacité à détecter la cohérence des ondes lors des écarts par rapport à la réalité physique. Donc, nos questions sont les suivantes. Du point de vue de la représentation plastique des ombres projetées,
Leur projection perspective, leur morphologie, leur réalité sont-elles cohérentes par rapport à la réalité physique du phénomène que sont censés rencontrer? Comment prendre la mesure de ce qui est conforme à l'expérience sensible et qui relève de la manipulation à des points expressifs du symbolique? Et du point de vue de la théorie matérielle de groupe, que peut-on déduire du processus de création et du travail d'atelier pour surmonter les difficultés techniques de la mise en place de l'idée projetée à partir de l'analyse des jeux congrès. Alors, pour investiguer cette question, on s'est intéressé à un thème qui se fait à merveille, qui est la fameuse légende des Digitales, qui se trouve chez Kim. Je vous la lis maintenant. En utilisant lui aussi la Terre, le côté Budabel de Cicéone découvrit le premier art de modeler des porteurs d'engins. Cela se passait à Corinthe, et dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d'un jeune homme. Celui-ci, partant pour l'étranger, elle entoura de nuit l'ombre de son visage projeté sur le mur par la lumière de l'Atlantique. Son père appliqua de l'argile sur le ticket, en fit un regard fini à l'oxyde avec le reste de ses tortues, après l'avoir fait sécher. Alors, c'est dans la littérature que lui qui parle le prénom de Digitale, ça ne peut pas publier chez Kim, et depuis que vous venez cette jeune femme digitale, je vous montre rapidement quelques images qui montrent ce engouement neuf pour ce thème qui n'avait jamais suscité autant d'intérêt avant les années 1770. Et donc, on va voir un réel intérêt, notamment en Grande-Bretagne et en France. Donc, en fait, en traçant sur le mur l'ombre projetée de son amant, ombre qui est produite par une source d'éclairage artificiel, Digitale fixe les traits de ce dernier afin de garder l'image présente du futur absent. C'est le principe de l'image de l'imagerie stratégique. Et ce geste inaugural de la jeune Corinthienne est aussi finalement à l'origine de la sculpture, puisque ce père parvient à venir modeler en relief le visage. Alors nous avons abordé cette approche, cette question à travers deux tableaux qui étaient parfaitement. Je vais passer plus de temps chez Jodaka et Ferberdi, parce que c'est plus vidéo que lui. Je vais présenter encore. En revanche, je vais chez beaucoup plus rapide, parce que ça, c'est une recherche qu'on a publiée. Et ce sera juste évoqué. Alors, Joseph Wright-Verdi, quelques mots donc, sur le peintre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir des années 1760, au milieu des années 1760, il obtient de très grands succès grâce notamment à ses notes. Je vais donner par exemple dans les planétaires qui sont à Mars, on vous disait qu'il a beaucoup progressé dans la question de la couleur de la maison, à retenir également qu'entre la fin de l'année 1773 et 1775, il est en Italie, il voyage à Rome et à Naples, et suivi extraordinairement. On n'a pas le droit de se très certainement rencontrer. Les nocturnes de Wright-Verdi sont fondées sur une connaissance aiguë du comportement de la lumière dans les espaces sombres, et on sait construire la géométrie de ces espaces. Et étudier les jeux de lumière, il utilise des chambres noires qui ont été décrites par sa nièce, Anna, dans ses mémoires, et la description est pas très claire. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose, mais en tout cas, Wright-Verdi construisait des chambres. Et je reviens donc à cette jeune fille de Corinthe qui n'est pas son nocturne le plus spectaculaire, n'est pas non plus le plus en compte, des contrastes, mais c'est un tableau qui est pour nous particulièrement intéressant. D'une part parce qu'il est l'une des premières peintures importantes produites après la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui marque un regain d'intérêt chez le thème des femmes. Il est antérieur à ce que les cheveux du temps, du courant. Et d'autre part, il offre pour le peintre une occasion sans précédent de se confronter à la projection de l'ombre projetée dans un espace déterminé et non pas au clair-obscur qui voit à l'ensemble de l'ombre que d'habitude peut le faire. Ça va lui poser des problèmes plastiques différents auxquels il n'est pas habitué. Et enfin, c'est la seule peinture de Wright-Verdi pour laquelle nous disposons d'une correspondance extrêmement intéressante entre le peintre et son commanditaire et un intermédiaire qui était l'ami des deux, qui va permettre au peintre d'exprimer toute sa difficulté justement à traiter l'ombre et puis la position des personnages. Il est donc très important aussi de souligner qui est le commanditaire. Le commanditaire, c'est Joshua Wedgwood, fondateur de l'entreprise de porcelaine et de faïence Wedgwood. Wedgwood était descendant d'une famille de courtiers, comme vous commencez à avoir le lien avec notre thème.
Et en 1769, il fait construire une usine extraordinaire, une manufacture extraordinaire à Stoke-on-Trent, dans les Midlands, une idée qui va baptiser Etruria, en référence à l'Étrurie et à la vogue de la céramique étrusque. Il va commencer à produire des objets essentiellement néoclassiques, aux antipodes de la vogue des cocos qui devenait plus fort, et donc raison et même style nouveau pour l'outil et pour la vogue des vagues grecques, vous voyez le bas à droite, l'imitation de vagues grecques par Wedgwood, et ainsi que d'autres types de productions, notamment ces plaques qui sont faites en jaspe, en basalte, sur lesquelles on va insérer des motifs en relief, en biscuit, de cuir au fond, je vais encore le lien avec l'huile. Et c'est quelqu'un qui est à la pointe de l'innovation, qui va d'ailleurs introduire une des premières machines à vapeur dans sa manufacture, et il est l'un des pionniers de la révolution industrielle en Italie. Donc, vous voyez que Wedgwood est un entrepreneur qui se considère comme un innovateur, c'est le cas, et on voit que ces innovations, eh bien, ils veulent qu'elles résonnent avec celle du geste inaugural digital et du geste inaugural du père digital qui nous décline, et puis aussi le modèle modelé dans l'atelier du petit. Et d'ailleurs, Wedgwood va avoir des exigences par rapport au pain. C'est lui qui va imposer l'ouverture vers une pièce où on voit un trou. C'est lui qui va imposer la présence des images et au sol. Il va avoir des exigences aussi par rapport à la graphique de la géographie c'est donc l'histoire. On va rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les difficultés qui vont être estimées à propos donc, de la question de l'eau. La source littéraire n'est pas tout à fait fine, même si bien sûr Wright of Derbyshire c'est là-dessus, mais il y a un poème qui a été publié en 1778 par William Haley, qui est un ami de Wedgwood, un ami de Wright of Derbyshire, un poète qui à l'époque fréquentait toutes les mythes artistiques et culturelles de l'Italie, qui a été lu à Flaxman, par William Blake. Et il dédie dans une épître un passage thème de Digital et il imagine que le jeune homme est endormi. On n'avait pas dans le texte des films. Et c'est pour ça aussi j'ai souligné, avec lui, il a observé un immobile projeté par la lumière sur le mur. Et Wright of Derby va écrire à René pour lui dire que c'est son poème qui l'a inspiré et qui va l'inciter à redire l'idée du jeune homme endormi. Et pour le jeune homme endormi, on a une source visuelle qui est bien identifiée depuis longtemps. C'est ce relief qui représente Endymion, endormi, un relief romain du IIe siècle après Jésus-Christ, qui est aujourd'hui au musée du Capitole, et il était déjà au XVIIIe siècle. On sait que Wright of Derby l'a vu, il l'a dessiné, puisqu'il a un croquis qui a été fait lors de son voyage d'Afrique, qui fait partie d'un carnet autour de l'Autriche. Et donc, Wright of Derby va s'inspirer de cette figure, mais dans ses lettres, va dire que la tête avachie par le sommeil lui pose problème, parce que l'ombre ne se détacherait pas très bien, donc il doit trouver un compromis. Il aimerait bien avoir une tête bien droite, mais ce n'est pas possible quand on dort. Donc, il trouve le compromis. Alors, pour tester justement la cohérence des ondes que vous voyez ici par rapport à la source qui est normalement bien vers le rideau, dissimulée derrière le rideau, il faut reconstituer l'espace. Et la première chose, c'est confronter à la géométrie de l'espace qui pose aussi un certain nombre de problèmes, parce qu'on voit qu'il y a déjà deux points de vue différents. C'est issu de l'unité du battement, et puis ici dans le mur sur le voit les hauteurs, il y a un décalage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont pour deux modélisations différentes par produit. On a décidé de simplifier, de prendre il y a un 8 cm d'écart entre les deux. Ça ne change pas grand-chose. Pour simplifier, on a choisi ceci. Deuxième étape, il faut modéliser les personnages. Et là, les collègues informaticiens travaillent avec les Dutch, une filière de base de corps. Ensuite, il faut donc les habiller, les mettre dégrafés, insérer le décor, et puis passer à effectuer, qui sont toujours des phases assez compliquées. Donc là, on externalise avec une infographie. Ce n'est pas les collègues de musique qui font ça.
Et à partir de maintenant, je vais vous montrer donc, le décalage, enfin, on peut tirer de la correspondance de Wedgwood avec l'évolution de la pensée sur l'œuvre. Alors, première chose, on peut regarder cette lettre, je n'ai pas tout présenté, mais j'ai fait une sélection. Une des premières lettres intéressantes, c'est Wycliffe Derby qui écrit justement au poète, et il a trouvé. C'est un grand février 1700 que je connais mieux. Il dit clairement qu'il n'était pas conscient des difficultés occasionnées par lui, donc il a accepté le projet. Et puis, dès le départ, il y a un souci, c'est que, comme Wedgwood, ça se passe dans une pièce avec un angle avec une ouverture vers les trous, eh bien, ce n'est pas possible d'avoir sur le mouvement de profil à la fois le jeune homme et la jeune fille. Et il dit qu'il est nécessaire qu'elle, la jeune femme, se tienne derrière lui pendant qu'elle pratique. Elle devrait reculer de quelques pas, qui sont inévitables, pour l'avoir exécutée, et cela devrait également être évident sur le spectateur. Donc, elle recule de quelques pas, mais du coup, elle ne dessine pas chez lui, elle dessine dans le livre. Donc là, la simulation informatique est mieux bien, et les informaticiens peuvent se dire, en fait, il aurait fallu en voir à gauche. Alors là, j'ai passé voilà, donc on a développé une application, mais elle est achevée depuis 48 heures. Donc, je ne sais pas encore très bien son fonctionnement. Mais donc, c'est pour justement tester avec des éclairages ce que ça donne. Alors, je vais commencer par allumer la lampe qui correspond à l'éclairage qu'on a derrière le vidéo avec la lampe allumée. Donc, je vous le montre, après, je commencerai avec les lettres. On voit tout de suite que ça génère d'abord une monde tout à fait difforme dans le jeune homme sur le lit, et que ça ne génère pas donc pour la jeune femme, et qu'on a un éclairage très contrasté en ce qui la concerne. On est donc certain qu'il y a une deuxième chute. Donc, j'éteins celle-ci, et j'allume celle désignée certaine, il y a une chute qui, elle, est extérieure, qui vient de la bande. Qui permet d'obtenir ce thème bien-être de l'un du monde, la longue aussi de la jeune femme, mais qui donne un éclairage trop intense. Et en fait, ce qui est important, c'est que Wycliffe Derby a combiné les deux mondes. Ça permet d'adoucir en fait les ombres qui arrivent par la source et les très violentes qui nous l'avons. Et il va supprimer la grande onde du temps qui a à l'arrière-plan. Alors, cette application que je l'avais, voilà, la faire tourner dans tous les sens, on peut aussi jouer avec. Vous voyez très bien qu'elle ne dessine pas sur le mur quand son geste n'est pas supérieur au début. On voit aussi qu'il y a un peu de proportion entre les personnages. Et puis, on peut zoomer, dézoomer, et avec là, comme ça. Voilà. Et revenir à mes étoiles. Donc, ici, on est toujours dans cette première lettre de février 1782. On voit qu'il a testé cette première source d'éclairage qui est celle derrière le rideau, et il dit la partie supérieure de cette silhouette, celle de la jeune femme, sera fortement éclairée, passant par de douces transitions vers la première ligne. Sa silhouette étant plus éloignée de la lampe sera fixée. C'est exactement ce qu'on voit. Mais il y a une autre lettre entre deux, mais je vous montre l'une des dernières. Là, il va être observé en janvier 1783, c'est les 9 mois depuis la précédente. Et il dit, dans cette composition, je pense que la lumière la plus forte doit tomber sur la jeune femme, or elle est plus éloignée de la source de lumière. Et je souhaite que ce soit l'hiver. Dans mon tableau, c'est déjà le cas.
Pierre, qu'il a compris la contradiction et qu'il ajoute pour que la jeune femme soit la plus élevée alors qu'elle est la plus éloignée de la source et derrière le vidéo. Il ne dit pas évidemment comment il a triché, mais c'est évident. Il a rajouté un ouvrage qui m'adonne. Voilà, donc cette application, réalisée par les collègues informaticiens, elle permet de tester différentes configurations et des pages et mieux comprendre en fait toutes les étapes par lesquelles l'artiste est passé. Et ça permet donc de rendre tangibles ces difficultés techniques et de mieux comprendre donc les étapes du travail de la modélie, ainsi que les choix opérés par l'artiste entre la réalité finalement optique de la projection des ondes et les exigences plastiques de l'artiste et de visibilité. Alors, je vais passer très vite sur Suvet. Suvet, qui est un petit peu plus âgé, plus jeune, pardon, que Michael Burnley, très longtemps, il deviendra directeur de l'Académie française après la Révolution, qui sera lui aussi un rang de plus longtemps, de 1770 à 1778, et qui va s'attaquer au terme de digital à de très nombreuses reprises dans sa vie, mais surtout à partir de la dernière image. On connaît au moins 5 dessins mentionnés dans les sources et au moins 3 peintures dont il nous reste aujourd'hui plus localisées. Une grande peinture qui fait 2,67 m de haut qui est à Bruges, une esquisse antérieure au tableau qui est aussi au niveau de l'église, et puis un dessin extrêmement fini à la pierre noire qui a été réalisé vers 1801, au moment où Suvet quittait Paris pour prendre la direction de l'Académie française à Rome, qui savait qu'il relevait télévisé. Et ce dessin, on pourrait voir dans le postérieur, puisque effectivement exécuté en 1801, en fait, reflète une version d'atelier que Suvet a regardé aujourd'hui. Et c'est extrêmement intéressant, parce que comme c'est un dessin extrêmement précis, extrêmement fini, ça nous montre une version disparue que nous allons proposer justement de réintégrer avant dans le processus de création. Alors, cette grande peinture, elle a été présentée au salon de 1791. Elle suscite des commentaires assez mitigés, en critique le dessin, en critique le coloris, mais personne ne remarque la question des ombres tranchées, qui est pourtant le sujet et l'objet de l'œuvre, et personne ne remarque ce tranché. Pourtant, quand on regarde de près, ça saute aux yeux. Hein. Et tous les historiens de l'art ont cette raison de ne jamais dire. Donc, nous, on a un peu le même chemin. Alors, tout à fait une méthode, mais on a modélisé en fait des tableaux. On a aussi testé le fait qu'il y a ici, on voit la mèche. C'est une lampe à huile avec une mèche qui doit faire 6-7 cm. Les nombres projetés du fait que le nombre dur, c'est forcément le nombre impossible. Et par ailleurs, le nul souvent ne pas créer une forme d'alimentation de la tête que je n'ai pas ici. Alors, je vais vous donner rapidement les résultats. On s'est rendu compte que quand on voit il y a un élément au-dessus de l'épaule du lumineux, on voit une petite tache lumineuse en haut à gauche, qui est en fait un point luminaire qui existe effectivement quand on modélise la scène avec deux personnages et qu'on met une source, il y a bien un petit point luminaire qui marque un bout de texte. Et progressivement, ce point va disparaître dans les versions suivantes pour être complètement effacé dans la version finale. Et alors, notre modélisation va être extrêmement sommaire. On n'avait pas de financement, on n'avait pas d'infographie. Et ça a été fait avec des modèles. Mais ça suffit pour tester ce que nous avons testé. Et puis par ailleurs, Suvet travaillait avec des mannequins, pas des modèles vitaux, qui n'étaient pas. Et donc, ça nous permet de proposer en fait cet ordre, et mettre le dessin en premier, enfin, le dessin exécuté après, et qui reflète une version antérieure, où on voit bien le travail qui est effectué sur le livre entre la version préparatoire et la version finale. Au départ, on a une version qui est beaucoup plus proche de l'arrivée optique et physique de la
projection de monde. Et petit à petit, cette ombre va être rationalisée et va tendre en étant idéalisée, qui va correspondre avec l'idéal du portrait à la silhouette que François Wolff à l'époque. Et le portrait à la silhouette, c'est souvent derrière l'idée du deuil, de la mémoire. Et c'est pas un hasard non plus si Suvet avait peint ce thème de digital en 1791 dans l'idée de offrir le cadeau à la ville de Bruges, qui était sa ville de naissance, reconnaissance à cette formation qui est devenue jeune. Et il y a quelque chose de cet imaginaire du portrait à la silhouette dans cette culture. Mais le profil à la silhouette ne correspond pas du tout à la projection de l'ombre, telle que la silhouette dans le tableau. Alors, j'en arrive à quelques éléments de conclusion. Les simulations d'éclairage ont permis de mettre en évidence des concordances et des écarts entre la réalité physique des unités portées et leur interprétation par Wright et Suvet, de proposer en fait une reconstitution du processus de création qui part de l'observation vers une réalisation ou une forme de manipulation, et d'appréhender la pensée visuelle de l'artiste selon une double approche génétique et herméneutique. L'analyse des indications données par Wright dans sa correspondance, comme celle des lignes de portée dans les trois versions de la digitale des CID, a conduit à mieux saisir leur élaboration, comme autant d'états de processus créatifs, qui vise à l'émancipation progressive de la rationalité physique et optique des lignes portées à des fins plastiques, chez Wright et plus intellectuelles et esthétiques, personnelles aussi, chez Suvet. Voilà, et merci de votre attention.